Dans cette première émission consacrée au territoire zéro chômeur de longue durée, nous allons revenir sur la première phase d'expérimentation comme elle a pu être menée jusqu'à présent. Vous allez notamment entendre parler au cours de ces émissions des entreprises à but d'emploi. Mais c'est quoi une EBE, entreprise à but d'emploi? Pour y répondre, nous avons en duplex, en interview, Madame Marie-Laure Brunet, et ce sont Ambre et Douglas qui vont nous la présenter. Marie-Laure Brunet est directrice de l'EBE de la Nièvre. Depuis sa création en février 2017, l'EBE 58 a créé 119 emplois et compte aujourd'hui 86 salariés en CDI, tous anciens chômeurs depuis au moins un an et vivant sur place, selon les conditions à remplir. Ils sont payés au SMIC et travaillent sur un territoire rural et forestier de moins de 4000 habitants, constitué de 13 communes autour de Prémery dans la Nièvre. Voilà. Comme convenu au début de cette émission, nous sommes en duplex avec Marie-Laure Brunet. Bonjour Madame Brunet. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un historique de cette entreprise à but d'emploi que vous avez chapeautée lors de sa création dans la Nièvre? Alors, elle a été créée, comme vous l'avez dit, en février 2017, mais elle a été créée dans un cadre qu'on appelle l'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée, puisque ça s'appelle exactement comme ça, et plus généralement dit territoire zéro chômeur de longue durée. Cette loi d'expérimentation a été votée en 2016 et 10 territoires en France ont commencé à expérimenter, donc au tout début 2017 pour les premiers. Mais ça a été un long parcours de préparation avant que le territoire soit habilité. C'est quoi une EBE, entreprise à but d'emploi? L'objectif premier d'une EBE, comme son nom l'indique, c'est entreprise à but d'emploi. Notre produit, notre production, c'est des emplois qu'on vend, si on peut dire avec des guillemets, à l'État. De quel financement bénéficie une entreprise à but d'emploi? En utilisant le coût du chômage de longue durée, qui a été estimé par des économistes et dans le cadre d'une étude qui avait été menée par ATD Quart Monde, à 18 000 euros par an et par personne en recherche d'emploi. Voilà, c'est le coût global. Donc ces 18 000 euros, l'État les reverse par un fonds particulier aux EBE pour la création d'un emploi à temps plein en CDI et payé au SMIC, effectivement. Quels sont les autres financements dont peuvent bénéficier les entreprises à but d'emploi? Alors, il y a eu, on est pratiquement tous partis, enfin les 10 premiers territoires ont la plupart créé des structures ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui existait, c'est pas une autre entreprise qui a apporté une EBE. Donc on s'est créé en association et comme vous imaginez bien que c'était un projet quand même un peu innovant, en l'occurrence, on va parler d'utopie quand même, parce qu'au départ c'est quand même une utopie sans doute, même si elle est devenue réaliste et que maintenant c'est une vraie réalité. En tout cas, il y a eu donc des créations d'associations et donc l'État a été sollicité pour apporter ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, qui sont en clair des capitaux propres versés aux entreprises à but d'emploi, parce que par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, quand on a commencé, on avait les salaires qui étaient intégralement financés, puisqu'il y a eu l'État qui a financé, mais aussi le département de la Nièvre a été un partenaire de la toute première heure. Et donc on finançait l'intégralité de nos salaires. Par contre, on finançait absolument pas le moindre outil ou le moindre véhicule pour pouvoir aller travailler. Donc c'était un peu embêtant. Objectif effectivement des entreprises à but d'emploi, c'est de créer de l'activité qui soit alors pas concurrentielle effectivement de l'économie classique ou des autres structures locales, mais de faire des travaux utiles au territoire et à ses habitants. Quels sont les autres financements dont peuvent bénéficier les entreprises à but d'emploi? Je peux penser par exemple à la mise à disposition de locaux, les factures d'électricité, d'eau. Il y a d'autres besoins pour la mise en place d'une entreprise à but d'emploi. Quelles sont les autres aides dont peuvent bénéficier ces EBE? On a du chiffre d'affaires aussi, comme une entreprise classique, à savoir que effectivement il y a un delta entre le coût, le produit que l'on reçoit pour la création d'emplois et les coûts globaux
de l'entreprise. Et ces coûts globaux sont l'objet des EBE, c'est effectivement de développer suffisamment d'activités et donc de chiffre d'affaires pour pouvoir financer le reste à charge. Alors on n'est pas encore à l'équilibre, hein, il y en a qui y sont, a priori. Peut-être, c'est pas on n'est pas tous sur les mêmes territoires, donc c'est vrai que 90 salariés, puisqu'on est effectivement 90 actuellement, ça suppose quand même un certain nombre de charges de structure, même si effectivement pour l'instant nos locaux sont mis à disposition par la communauté de communes qui est le territoire habilité. Elle nous met à disposition des locaux à titre gracieux. Il n'empêche qu'il nous reste à peu près à charge, si on veut parler de chiffres, on va dire 500 à 600 000 euros à trouver en plus de nos financements, donc en chiffre d'affaires, et qu'actuellement on est, je dirais 500 000 euros, et on est à 300 000. Donc il y a encore une marge de progression, mais 300 000 euros de chiffre d'affaires sur un territoire de 3 800 habitants, c'est déjà pas si mal que ça. Parce que quand on ramène à l'habitant, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'expérimentation aussi, je crois, de savoir quel est le coût du chômage, enfin pas le coût du chômage, le coût, de la création d'un emploi sur un territoire donné. Tous les territoires sont différents. Il y en a qui se ressemblent un petit peu, mais voilà, c'est difficile. Et donc l'enjeu, c'est sur un territoire donné, est-ce que le coût de la création d'un emploi, c'est 18 000 euros ? Peut-être que ce sera 15 000 sur certains territoires et peut-être que ce sera 21 000 sur d'autres territoires. Ça va dépendre de l'écosystème dans lequel est l'EBE et donc du territoire. Si vous avez une grosse entreprise qui peut permettre de faire des partenariats ou d'avoir des activités en commun, on peut imaginer que ce sera plus facile qu'un territoire très très rural où il faut compter finalement que sur des toutes petites entreprises pour faire des activités et des particuliers. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Quels sont les emplois d'une EBE ? Ils sont multiples et variés. En tout cas, c'est tous des emplois donc en CDI, à temps choisi. Donc pour ce qui nous concerne, pratiquement tous à temps plein, parce que c'est des gens qui nous disent moi je souhaite travailler à tant de temps, voilà, par mois. Est-ce que j'ai un mi-temps, voilà, c'est pas des postes qu'on propose, c'est des emplois, donc en fonction des gens. Et donc ces emplois sont payés en CDI et l'objet c'est d'utiliser les compétences qui sont disponibles, donc des gens qui sont volontaires pour rentrer dans l'EBE, à la recherche d'un emploi et qui disent nous on est intéressés par un emploi dans l'EBE. Alors il faut que je précise que ils sont tous habitants du territoire depuis plus de 6 mois et ils sont tous en recherche d'emploi depuis plus de 12 mois. Les personnes qui peuvent rentrer dans l'EBE dans ces conditions-là. Quels produits peuvent faire une EBE ? Et pour faire des activités en fonction de leurs compétences, donc très multiples, on a 4 grands pôles d'activités pour ce qui nous concerne. Donc ça va être, on a des activités de maraîchage bio, mais aussi derrière on a mis en place de l'aide au potager, on a mis en place des jardins d'animation. On a une activité qu'on appelle bois et forêt où il y a aussi bien des coupes de bois pour les personnes que pour des entreprises professionnelles que de l'entretien de sentiers. On a également un service qu'on appelle la conciergerie de territoire et où là il est question de rendre des menus travaux aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises qu'aux collectivités. Donc dans ces menus travaux, vous avez des déménagements, mais vous avez aussi de l'animation périscolaire, vous avez des travaux agricoles pour des entreprises qui ont besoin de prestations. Et puis on a j'ai dit 4 mais c'est 5, on a une activité qu'on appelle la ressourcerie. Et donc là on a créé une ressourcerie, une recyclerie. Donc d'un côté la réutilisation d'objets divers et variés qui vont des meubles aux livres, aux jouets, tout ce que vous voulez, le principe d'une ressourcerie, et puis des ateliers de recyclerie où là il est question de réemployer les objets ou les matériaux plutôt pour en faire d'autres choses. Voilà.
Et puis on a une activité qu'on appelle la motoculture, où là on a repris une activité de réparation et d'entretien de matériel de motoculture. Et on a aussi, dans ce cadre-là, un atelier de remoulage et d'affûtage de couteaux, enfin couteaux et autres objets. Voilà. Donc ça fait, et à côté de ça, on a des comptables, enfin une comptable, une gestionnaire, des commerciaux, des secrétaires, enfin comme une entreprise classique. Et ces gens-là, ils ont, voilà, en fonction de ce qu'ils savaient faire, et ce qu'ils voulaient faire, c'est les deux. Ils se sont positionnés et on a une structure d'entreprise, enfin une structure. En tout cas, on a tous les métiers qu'on peut trouver dans une entreprise classique en termes de ce qu'on appelle les fonctions support, l'administratif. Quels ont été les freins à la mise en place de cette expérimentation sur le territoire ? Enfin, le principal frein, c'est quand on a commencé l'expérimentation, donc c'était le comité local qui a monté l'expérimentation dans tous les territoires. C'est comme ça, il y a donc les deux jambes. Hein. Le comité local, il prospecte effectivement pour les travaux utiles sur le territoire et c'est lui qui fait le recensement des compétences. Donc il rencontre les gens, il leur demande, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, etc., etc. Après, l'objet c'est de faire matcher à la fois les besoins, les travaux utiles et les compétences des gens. Mais la grande difficulté, et peut-être qu'il n'y a pas eu assez de préparation. En tout cas, ou alors on a été un peu léger là-dessus et je pense qu'on n'est pas les seuls. Et en même temps, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Toute la partie organisationnelle de l'entreprise, elle n'a pas été peut-être suffisamment travaillée. En tout cas, on s'est trouvé face à des difficultés qu'on n'avait pas suffisamment anticipées par ailleurs. Enfin, pas avant, plutôt. Et de fait, parce qu'on a monté quand même, on a embauché 70 personnes en 11 mois. Pour faire de la multi-activité avec des notions de polyvalence, et je vous en passe, et des meilleurs, avec des problématiques de financement, d'investissement, enfin bon. Et donc, effectivement, ça a été très compliqué, ça a créé des difficultés en interne, et il nous a fallu, voilà, j'allais dire prendre le taureau par les cornes, pour à un moment donné dire stop, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut qu'on soit plus organisé. Et donc voilà, ça a été... il y a eu tout un travail sur le territoire et dans l'entreprise après pour caler les choses et repartir sur des bases qui étaient plus organisées, tout en mettant en place une démarche d'organisation qui inclut du management participatif, inclusif. On est sur ces démarches-là, plutôt que de dire ils participent, mais ils font, les gens font un peu comme ils veulent. Et ça ne peut pas fonctionner quand on est dans des collectifs de travail aussi grands, avec autant d'activités. Et donc il a fallu recadrer des choses et embaucher. Donc des gens qui sont recrutés là avec des compétences très particulières pour permettre pour faire une cohérence d'ensemble. La grande difficulté, c'est de créer un esprit d'entreprise. Quand vous avez plein de petites unités de travail, on finit par perdre le sens du projet. Y a-t-il un cahier des charges, une sorte de didacticiel de marche à suivre pour mettre en place une entreprise à but d'emploi sur le territoire ? Oui, on n'est pas quand même complètement lâché comme ça. Il y a effectivement le fonds d'expérimentation. Enfin, il y a deux associations. Il y a le fonds d'expérimentation qui s'appelle ETCLD, qui est présidé actuellement par Louis Gallois, et qui est, le superviseur, celui qui dialogue avec l'État et qui nous fait aussi, qui nous accompagne. C'est une association qui a été mise en place dans le cadre de la loi. Donc on l'appelle le fonds d'expérimentation. C'est lui qui dialogue avec l'État et qui reçoit les fonds de l'État et après les reverse aux entreprises à but d'emploi. Ils ont ce rôle-là de garant de la manière dont on travaille sur les territoires, puisque bon, quand même. Mais c'est aussi, ils nous accompagnent également sur,
la mise en place de nouveaux projets, ils font de la capitalisation aussi. Enfin, ils assurent cette partie justement pour les prochains territoires, pour faire remonter les expériences qu'on a pu faire. Et donc ça, c'est ETCLD. Et vous avez une autre association qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur de longue durée, là, qui est l'association qui accompagne les futurs territoires volontaires, ou les territoires volontaires, parce qu'il y en a qui sont déjà volontaires. Donc voilà, dans le cadre de la deuxième loi. Et donc, à leur niveau, effectivement, il y a des gens qui accompagnent tous les territoires. Il y a des formats grappes, c'est-à-dire par région, il y a des animateurs par région. Enfin voilà, c'est assez structuré. Et il se renforce, bien évidemment, parce que, effectivement, l'arrivée des 50 prochains, ça paraît pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Après 3 ans pendant lesquels donc, vous avez suivi cette entreprise à but d'emploi, est-ce que vous pourriez nous faire un premier bilan ? Ça change un petit peu aussi au niveau des modalités des dépenses, des consommations, on va dire, mais même de la consommation. Je ne parle pas de consommer dans le sens surconsommer, mais juste de pouvoir consommer normalement pour vivre, manger comme on veut, et voilà, un minimum. C'est une économie en tant que telle, hein, parce que des gens la moyenne devait être de 600 à 700 euros de revenus mensuels, qui sont passés donc à plus de 1100 euros. Donc effectivement, ça a été un apport pour le territoire et pour l'économie du territoire. Hein. Et au-delà, ça a permis effectivement, par exemple, pour donner un exemple tout bête, il y avait 3 boulangeries après-midi, 2 qui sont parties en retraite et qui ont été reprises tout de suite. On a reçu un territoire qui est sensiblement le même que le nôtre, territoire rural dans l'Allier, où eux, quand un commerce ferme, il n'y a personne. Il n'y a plus personne qui reprend. On a, je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 restaurants, dont 2 qui sont ouverts depuis qu'il y a l'expérimentation. Donc il y a quand même quelque chose, une dynamique qui se crée. Je plaisante avec ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'était le service d'action médico-sociale du département sur Prémery. Alors je sais pas l'année dernière, mais sur les 2 premières années, le nombre des bébés a été multiplié par 2. Donc c'est bête, peut-être, et peut-être que ça n'a rien à voir, hein, c'est juste il y a une tranche d'âge, alors peut-être, mais en même temps ça a été suffisamment suffisamment percutant pour que ça pose question. Donc il y a comme une forme d'optimisme en quelque sorte. Une des premières choses que certains ont fait, c'est se faire soigner. Il y en a qui ont pu se projeter, donc il y en a qui ont fait des prêts, parce que c'est la seule. Pour faire un prêt maintenant, si vous n'avez pas un CDI, c'est bien compliqué. Hein. Même pour acheter une voiture, pour faire éventuellement quelques kilomètres, parce que c'est difficile quand on est ou en contrat à durée déterminée, ou même, la plupart du temps sans emploi, d'avoir une voiture et puis se dire, bah ouais, il y a du boulot, mais il faut faire 30 km. Hein. Pas facile quand on a une voiture qui a 200 000 km et qui peut tomber en panne n'importe quand. Au final, c'est de l'argent réinjecté dans l'économie locale qui bénéficie à la dynamique du territoire. Oui, ça permet un certain nombre de choses. Ça permet de déverrouiller et de pouvoir se projeter. C'est l'effet plutôt donc, du CDI là. Mais c'est vrai qu'il y a le président du comité local qui s'appelle Jacques Legrand. Dit toujours que si le BE disparaissait, les gens feraient vraiment la tête. C'est une manière d'accompagner les territoires, les territoires qui sont, je dirais, en grande difficulté, parce que souvent il y a quand même des enjeux. Enfin voilà, tout au moins pour ce qui nous concerne, on est un territoire très rural, un ancien territoire, un territoire industriel qui était en perte de vitesse. On a 30 km des plus grandes villes qui sont très relatives puisque c'est Cône et Nevers. Mais voilà, donc ça reste, on est assez, on est inclus dans un triangle où il n'y a pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de création d'emplois pour tout le monde, c'est clair.
Oui, ça remet en place une dynamique. Alors, on n'a encore pas tous les effets, je crois, parce qu'il y en a, il y en a d'autres que pour l'instant on ne maîtrise pas, et ça c'est un de nos enjeux de territoire expérimentateur, si on peut dire ça comme ça, c'est d'arriver à trouver des indicateurs qui ne sont pas juste des indicateurs plus ou moins économiques. Il y a tant d'emplois, on a dépensé tant de... Voilà, c'est effectivement d'aller chercher ces indicateurs de mieux vivre, enfin voilà, d'autres indicateurs, et on travaille pour ça, nous, avec la Maison des sciences de l'homme de Dijon, par rapport à ça. Parce qu'effectivement, c'est... alors, je vous le fais dans le simple, hein, mais il parle de comment il appelle ça, c'est la capacité de développer la capacité d'un territoire et de gens, des habitants de ce territoire, pour faire face, et on pourrait appeler ça quelque part autrement de la résilience, mais comment on fait face et comment on s'empare, comment on traverse les difficultés et comment on fait, on devient effectivement capable de mettre en mouvement quelque chose qui correspond à ce dont on a besoin. Vous nous avez parlé d'emplois tout à l'heure, tels que le maraîchage ou encore la recyclerie de matériel. On peut penser à la première période de confinement pendant laquelle les Français se sont retournés vers les producteurs locaux afin d'avoir une alimentation saine et moins énergivore, parce que y a moins de déplacements qui sont faits pour aller s'approvisionner. On peut également penser à tous ces dispositifs de remise en selle qui ont été mis en place parce que les Français se sont remis à faire du vélo. On est quand même dans une économie sociale et solidaire qui est dans l'air du temps en quelque sorte. Clairement, oui, et en même temps on est sur ces idées d'économie circulaire, circuit court, d'emplois non délocalisables, hein, parce que voilà, c'est oui, on travaille dans ce qu'on appelle nous sur le champ de la transition socio-écologique. Mais pas seulement écologique, sociale également. Et l'un ne va guère, l'un va avec l'autre. On ne peut pas faire de l'écologie si on fait pas, on prend pas soin des hommes aussi. L'environnement n'a de sens qu'au regard des hommes et vice versa. Enfin, donc voilà, ces notions-là, elles sont au cœur du travail qu'on mène. Quels conseils pourriez-vous donner aux territoires qui vont justement mettre en place des entreprises à but d'emploi ? Moi, je suis persuadée que la première chose, c'est organisez-vous. Organisez. Je crois que ça a été l'écueil de beaucoup. C'est organiser et en même temps... avec le collectif, hein, c'est-à-dire il faut que tout le monde soit autour de la table. Si on a réussi à avoir l'unanimité au niveau des députés et des sénateurs, ça suppose que quels que soient effectivement les enjeux, on va dire, idéologiques derrière ça, c'est avant tout des hommes, et que le chômage, c'est une plaie à tous les niveaux. Donc... et le chômage de longue durée encore plus. Et donc c'est essentiel que quelles que soient les opinions politiques et tout, on soit très pragmatique et que les hommes passent avant. Dans le Nivernais, il y a donc des territoires qui sont volontaires. Hein. Au niveau il y a 5 territoires, à ma connaissance, il y en aura peut-être d'autres, hein, mais en tout cas qui ont beaucoup travaillé déjà aussi, qui travaillent depuis presque... je ne dirais pas de bêtises, 2 ans, sur la mise en place d'une expérimentation sur le pays Nivernais-Morvan, notamment, qui est un territoire un petit peu comme le nôtre, mais un peu plus, peut-être encore un petit peu plus éloigné, on peut dire ça, mais avec peut-être d'autres enjeux. Dans cette expérimentation, il y a quelque chose d'important, c'est on peut se dire, voilà, on a des activités de transition, on a plein de besoins, mais ce qui est essentiel, et c'est pour ça que il faut vraiment le travailler au niveau du territoire, c'est que chaque territoire est quand même différent. Il n'y a pas les mêmes ressources humaines, il n'y a pas les mêmes ressources naturelles nécessairement, il n'y a pas les mêmes systèmes. Vous pouvez avoir une entreprise, on ne sait pas pourquoi elle est implantée là, alors que ailleurs, non. Donc il
il peut y avoir une école pas loin qui fait que ça peut changer des choses. Enfin, voilà, il y a et les EBE, l'objet des EBE, c'est vraiment d'être adapté au territoire, aux hommes du territoire et aux besoins du territoire. Et donc, finalement, j'allais dire, même si on est sur des mêmes types d'activités, elles ne seront pas mises forcément en œuvre pareil et elles ne se développeront pas nécessairement toutes pareilles. Est-ce que les salariés sont présents dans le conseil d'administration de l'entreprise à but d'emploi? Alors, ils sont effectivement, l'association a été créée de telle manière qu'on puisse se transformer facilement en SIC, en société collective d'intérêt, coopérative d'intérêt collectif. Et donc, de fait, les salariés sont représentés au conseil d'administration par des salariés administrateurs tout à fait classiques dans ces structures-là. Vous avez aussi un collège de clients, un collège des communes, enfin des élus, voilà, vous avez des entreprises, des particuliers, enfin voilà, vous avez un collège de membres de droit. Mais en l'occurrence, quand je parle alors je vais mettre un mot qui ne va pas être un gros mot, faut pas le prendre comme ça, mais de management participatif et inclusif, l'objet des EBE, on part des gens et de leur savoir-faire, de leurs compétences. Donc, on ne va pas embaucher les gens pour faire une tâche, mais on va les embaucher parce qu'ils savent faire une tâche. Et que cette tâche, on la met en œuvre. Enfin, on en a besoin pour la production. Notre objet est à la fois que les gens puissent participer à l'organisation. Là, on a un gros travail sur les modes opératoires et tout, parce qu'on considère que, et c'est pareil logique, que c'est ceux qui savent le mieux, l'enjeu étant après que la cohérence se fasse effectivement. L'équipe de direction, son but finalement, c'est de mettre en cohérence l'ensemble et que parfois dans nos activités, on ne parle pas de métier, mais parce qu'il y a des gens qui vont avoir des compétences, mais ils n'auront peut-être pas toutes les compétences pour faire le poste, si on le définissait comme le poste classique. Et on adapte donc nos postes aux compétences des gens. Ça fait partie de notre... ça n'empêche pas la formation, bien évidemment, mais c'est la manière dont on pense les postes est adaptée à la personne qui va faire les tâches dans le poste. Sur quelles questions les employés de l'entreprise à but d'emploi, l'EBE, peuvent-ils intervenir? Par exemple, on a remis à plat, on a mis en place un magasin un site de vente en ligne. Donc, ça paraît tout simple, et on met le site, voilà. Mais non, ça suppose plein de réflexions, plein d'étapes, et donc ils ont été associés à chacune des étapes de ça, que ce soit effectivement comment on fait pour au niveau quand les choses elles arrivent, comment on va les choisir. Il y a une équipe qui va les choisir, il y en a une autre qui va... Et donc ils ont réfléchi à comment on organisait ça. Ils ont participé à la mise en ligne. Enfin voilà, c'est... comment je vais dire c'est ceux qui, par leur expérience, peuvent dire, voilà, ça fonctionne, ça va pas le faire. Ou alors il y a quelque chose qui a changé dans le système et il faut qu'on modifie la manière dont on va le faire. Les projets, quand on est en train de travailler sur des projets, il y avait on a eu des étudiants de l'École nationale des arts déco de Paris. Et donc, ils nous ont apporté un autre regard, des idées. Et ça a motivé deux salariés, en l'occurrence. Et elles se sont dit, tiens, nous, on ferait bien des hôtels à insectes. Ok, pas de problème. Donc, elles ont fait les prototypes, elles ont posé des choses avec eux. Et donc, parce qu'elles ont émis l'idée que ce serait bien, que c'était cohérent aussi avec on avait le bois qui permettait de le récupérer, on avait quelqu'un qui savait tailler les ardoises pour faire les toitures, toutes ces choses-là fait que on a du super hôtel à insectes et puis qu'on va faire de la production d'hôtels à insectes.
Et c'est vraiment les salariés qui sont à l'origine de ça. Merci à vous, Madame Brunet, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé nos lanternes en ce qui concerne les entreprises à but d'emploi.